et bienvenue à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour notre première escale dans cette plongée au cœur de Provence Grand Large. Bonjour Philippe Veillant, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Vous avez été un des premiers acteurs de Provence Grand Large. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi un projet éolien en mer flottant? Oui, vous avez raison, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes ici en Méditerranée. La caractéristique de la Méditerranée, c'est qu'à peine à quelques kilomètres des côtes, nous avons des fonds qui deviennent de plusieurs dizaines de mètres. Virtuellement, il devient impossible d'installer des éoliennes fixes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du flottant. De plus, nous sommes à proximité d'une infrastructure portuaire majeure, le port de Marseille-de-Fos, qui est adapté à la réalisation de ce type de projet et plus tard au développement de la filière. Ok, donc je comprends très bien. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce site et de ce parc flottant éolien qui est, encore une fois, je le rappelle, un projet pilote en Méditerranée? Vous l'avez dit, c'est un projet pilote de relativement petite taille et qui a comme objet de nous permettre d'engranger de l'expérience, des compétences et ensuite de pouvoir nous projeter vers des installations de plus grande ampleur. Il s'agit de 3 éoliennes, somme toute assez classiques, telles qu'on les utilise dans l'éolien en mer fixe, mais qui sont installés sur des flotteurs, eux, particulièrement innovants. Sur Provence Grand Large, nous avons fait le choix de la technologie dite à ligne d'ancrage tendue. Nous sommes les premiers au monde à tester cette technologie. Incroyable. 3 éoliennes qui vont totaliser une production représentant environ les besoins de 45 000 personnes, c'est déjà pas mal. Mais comme je le disais, c'est un projet qui va nous permettre surtout d'acquérir l'expertise nécessaire dans l'ensemble des domaines qui sont concernés. Pour ensuite élargir. Pour ensuite aller plus loin vers des projets de taille plus importante, des projets commerciaux. Nous avons affaire à une production d'énergie renouvelable sur la base de technologie qui est en émergence. Il a fallu donc apprendre à dialoguer avec l'ensemble des acteurs concernés par ces déploiements, comprendre leurs attentes, leurs craintes, mais aussi leurs aspirations et intégrer tout ça dans le dialogue qui a été instauré avec le territoire. J'allais y venir justement, ce projet il s'est construit ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec les différentes parties prenantes. Comment vous avez justement créé ce dialogue tout au long de la construction du projet qui a démarré, si je ne me trompe pas, en 2010. Et donc voilà, comment ça s'est passé avec les différents acteurs locaux, tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là avec ces 3 éoliennes qui sont en fonctionnement. Vous avez raison, c'est une partie essentielle, je dirais un des piliers du projet. Le sujet, c'était d'installer cette technologie qui n'existait pas dans son environnement local. Et donc, nous avons pris le parti d'aller à la rencontre de l'ensemble des interlocuteurs concernés, avec comme principe de donner du sens à toutes nos actions, à toutes nos décisions. Pourquoi faire du flottant? Pourquoi faire du flottant ici à Port-Saint-Louis? Et pourquoi le faire dans telle et telle condition? Concrètement, ça a été la création d'un comité de liaison, vous l'avez dit, dès 2013. Et puis ensuite, ça a été la mobilisation de la Commission nationale du débat public, qui nous a beaucoup aidés. Nous avons ensuite réalisé 3 enquêtes publiques consécutives qui se sont toutes terminées favorablement. Et à chaque étape, ça a été l'occasion de mobiliser l'ensemble des partenaires et des interlocuteurs concernés. Je commencerai par évidemment le préfet et ses services, le préfet maritime, la marine nationale, l'armée de l'air. On peut parler également de l'ensemble des collectivités et des élus, en particulier ici à Port-Saint-Louis, mais de manière plus générale sur le golfe de Fos. Il ne faut pas oublier les riverains, les associations, les usagers de la mer. On va parler également des pêcheurs, de la pêche professionnelle, de la plaisance. Sur le plan environnemental, de l'ensemble des gestionnaires de cet espace naturel. Oui, puisqu'on est proche de parcs naturels, à la fois de la Camargue et du parc naturel des Calanques. Et du parc national de Port-Cros, et du parc marin de la Côte Bleue, et des associations expertes qui gèrent pour le compte de ces institutions les enjeux environnementaux du site sur lequel on se déploie. Et donc ça a été l'occasion de mobiliser l'ensemble de ces acteurs. Et donc vous le soulignez, l'importance de l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce projet-là, en particulier des acteurs locaux. On est ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône et ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite rejoindre Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, pour évoquer avec lui l'implication de la commune dans ce projet en mer éolien flottant. Le projet de Provence Grand Large a fait l'objet d'une concertation que je qualifierais d'exceptionnelle, voire unique, parce que depuis 2011, le débat a été ouvert. Les groupes de suivi
tout ce qui a été mis en œuvre pour justement permettre une bonne compréhension du projet et surtout l'association de tous les acteurs économiques, citoyens, politiques ont permis justement un atterrissage positif à l'accueil de Provence Grand Large. Cette aventure, c'est surtout pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, pour le territoire de l'ouest de la Provence et pour la métropole, la possibilité d'ouvrir une perspective de filière qui pourra permettre, nous l'espérons justement, un avenir qui se construira avec du meilleur pour l'emploi local et puis surtout contribuer aussi de manière positive à cet impact sur notre environnement que nous voulons réduire pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône s'inscrit dans l'accompagnement de cette filière. Nous portons des projets d'accompagnement à la filière éolien offshore, avec notamment la construction d'une halle technologique au travers d'un projet Wintech dans lequel Provence Grand Large a pris toute sa place pour améliorer la connaissance de notre territoire, parce que la concertation a souffert justement de ce manque de connaissances sur cette biodiversité en mer, sur des éléments marquant l'impact du vent sur le recul du trait de côte. Et la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, avec la métropole et la région sud, a souhaité construire ces outils-là. Provence Grand Large, en s'inscrivant pleinement aux côtés des collectivités, a détecté les enjeux qui étaient celui de pouvoir offrir à nos habitants une rentabilité à accepter ce type de projet. Un projet aussi innovant et ambitieux a dû rencontrer de nombreux défis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? C'est vrai que ça a été une sacrée aventure. Quand on a commencé en 2011, l'éolien flottant n'existait pas. On a d'abord été sélectionné par la Commission européenne, puis ensuite on a dû être sélectionné au niveau national par l'État. Mais sur la durée, on a dû nous adapter aussi aux technologies du moment, avec des changements de turbines, avec des changements de flotteurs. À chaque étape, devoir reconstruire, reconfigurer le projet. Mais nous avons surmonté ces différents obstacles grâce d'abord à une équipe 100% motivée, j'allais dire déterminée à vaincre et à surmonter ces difficultés. Grâce également à nos partenaires, je citerai la Commission européenne, je citerai l'État, je citerai l'ADEME, on parlera également de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la métropole Aix-Marseille-Provence, de l'ensemble des collectivités qui nous ont accompagnés. Et puis, je dirais que le principal défi, ça a été sur une durée aussi importante, de maintenir la flamme, j'imagine, la motivation, conviction, la motivation de l'ensemble des partenaires et des équipes qui se sont succédés à bord de ce projet. Parce qu'on parle de presque un projet de 15 ans. Vous l'avez constaté, Provence Grand Large n'est pas seulement un projet technique. À chaque étape, Provence Grand Large s'est construit avec et pour le territoire. Il incarne sans conteste l'une des meilleures solutions pour le développement des énergies bas carbone en Méditerranée. Ce projet pilote a également été pensé pour préserver notre précieuse biodiversité. Prenons d'ailleurs la mer tout de suite pour aller explorer les engagements environnementaux de ce projet. Nous voilà embarqués pour une traversée au cœur des engagements environnementaux de Provence Grand Large. À bord de notre catamaran, partons à la découverte de la biodiversité et des efforts déployés pour la préserver. Alors Emma, pouvez-vous nous parler des principaux engagements environnementaux de Provence Grand Large? Alors sur Provence Grand Large, il y a plusieurs suivis environnementaux qui sont mis en place, que ce soit au niveau des fonds marins, pour suivre les mammifères marins, le bruit ambiant sous l'eau et aussi sur la partie dans l'air pour suivre les oiseaux. Donc il y a un inventaire en fait de la faune qui a été réalisé pour bien comprendre et bien décrire l'écosystème dans lequel allait venir s'intégrer le parc éolien. Une fois qu'on a bien décrit cet écosystème, on a mis en place donc une démarche qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser, pour proposer des mesures qui soient les plus efficaces possibles et pour réduire au maximum l'impact du projet sur l'environnement. Et concrètement, c'est en termes de la somme investie par EDF Renouvelables sur ce sujet-là en particulier? L'ensemble des suivis et des mesures prises, ça représente un budget d'environ un peu plus de 5 millions d'euros. D'accord, ok. Et en local, vous collaborez avec les différents acteurs, je suppose, pour travailler à cette démarche de préservation de la biodiversité? Dès 2014, un comité scientifique a été mis en place pour aller à la rencontre des experts du territoire, des experts des espèces et de l'écosystème méditerranéen. Puis aujourd'hui, ça se traduit par des partenariats qu'on a avec le Parc national des Calanques, avec le Parc naturel régional de Camargue, par exemple. La Camargue à gauche, juste à côté. Les Calanques à droite. Tout à fait. Et donc pour mettre en place
des mesures en faveur de la conservation des espèces d'oiseaux, par exemple, qui nichent dans les îles marseillaises, par exemple. On a d'autres partenaires de sachants, d'experts sur le territoire, qui sont aussi dans les organismes de la pêche professionnelle. On a aussi des experts au niveau des associations environnementales, bien sûr, et au niveau des services de l'État. Ok. Et quelles actions vraiment concrètes Provence Grand Large du coup a mis en œuvre sur ce sujet-là de la préservation de l'environnement et de la biodiversité? Alors, c'est difficile d'être exhaustive, mais il y en a une qui me vient tout de suite. C'est donc par son rôle aussi pilote, Provence Grand Large va expérimenter des toutes nouvelles technologies. Et donc sur l'ensemble du parc, pour les oiseaux, en fait, pour le suivi des oiseaux, on a environ une quarantaine de caméras qui vont suivre nuit et jour les oiseaux et suivre les interactions qu'ont les oiseaux avec les éoliennes. Et on a un système, en fait, dès qu'un oiseau est détecté à proximité de l'éolienne en fonctionnement, il y a un signal sonore qui va se déclencher pour l'effaroucher et réduire le risque éventuel d'interaction. Exactement. Okay. D'accord. La deuxième technologie qui est aussi en place sur Provence Grand Large, sur l'éolienne au cœur du parc, celle qui est au milieu, c'est un radar qui est couplé à une caméra. Et ce radar permet de surveiller sur une zone à peu près de 6-10 km autour du parc la densité des oiseaux, la direction de leur vol et ça permet donc de comprendre encore une fois l'interaction des oiseaux pendant leur mouvement migratoire, notamment avec le parc, l'évitement du parc, l'évitement des machines et l'évitement des éoliennes de façon générale. Et ça, on a ces technologies, pour l'effarouchement en tout cas, c'est une première en mer. C'est des systèmes la question que j'allais poser, donc là vous êtes des précurseurs aussi sur ces technologies-là. Ce sont des systèmes qui sont installés à terre pour l'éolien terrestre, mais qui en mer, ça n'est pas encore déployé, donc il faut mariniser ces systèmes. Il y a plein de challenges en fait pour maintenir tous ces systèmes en mer. Et donc voilà, c'est le rôle de Provence Grand Large, donc d'avoir tous ces résultats et d'avoir tout un retour d'expérience qui nous sera très utile pour en tout cas dimensionner les parcs de demain et la meilleure intégration environnementale possible des futurs parcs. Emma, vous parliez tout à l'heure du parc national, en l'occurrence du parc national des Calanques. Ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve tout de suite Naïs pour qu'elle nous explique comment justement cette collaboration s'est faite avec le parc et en quoi ce site naturel est un site exceptionnel qu'on doit absolument préserver. Donc je suis chargée de mission oiseaux marins au parc national des Calanques et mon rôle est de piloter les suivis des oiseaux marins, mais aussi les actions de conservation et de protection des colonies d'oiseaux marins. Le parc national des Calanques s'étend sur les 3 communes de Marseille, Cassis et La Ciotat. Et sa particularité est qu'il est le seul parc national à être à la fois périurbain, marin, terrestre, mais aussi insulaire. Il est connu pour sa forte valeur paysagère, mais aussi la biodiversité remarquable qu'il accueille. En effet, c'est un hotspot de biodiversité, puisqu'il abrite 140 espèces terrestres de faune et flore protégées et 60 espèces marines patrimoniales. Le rôle du parc national des Calanques en tant qu'établissement public est d'assurer à la fois la connaissance scientifique, la gestion, la protection des espaces et des espèces, mais aussi la surveillance du site et le bon respect de la réglementation. Il assure aussi l'accueil, la sensibilisation, l'information et l'éducation au public. Tout cela donc en lien étroit avec les différents acteurs locaux, privés et publics du territoire. Le parc national des Calanques a la chance d'abriter sur son territoire 2 archipels, l'archipel de Riou et l'archipel du Frioul, qui sont composés donc d'une dizaine d'îles où chaque année des oiseaux marins viennent se reproduire sur ces îles. Je travaille donc essentiellement au suivi et à la protection de 3 espèces d'oiseaux marins qui sont dits pélagiques, donc c'est qui passent la majorité de leur vie en mer et viennent à terre uniquement pour les besoins de la reproduction. Et ces 3 espèces sont le puffin de Scopoli, le puffin yelcouan et l'océanite tempête de Méditerranée. La particularité des oiseaux marins pélagiques, c'est qu'ils pondent un seul œuf unique, qu'ils vont pondre donc à l'intérieur de terriers naturels, à même le sol, et ils sont particulièrement vulnérables.
Ces 3 espèces d'oiseaux marins sont endémiques de Méditerranée. Une grande partie des sites de reproduction se trouve sur les îles de Marseille. Ce sont des espèces qui sont en danger et qui sont protégées à l'échelle nationale. Le parc national des Calanques joue donc un rôle important dans la conservation de ces espèces. Après des années de concertation, en 2023, une convention de partenariat a été signée entre le parc national des Calanques et Provence Grand Large au titre donc de mesures compensatoires afin de financer donc des actions visant à compenser l'impact potentiel du parc éolien sur les 2 espèces de puffins et les océanides tempêtes de Méditerranée. Le soutien de Provence Grand Large a permis de mettre en place des mesures d'accompagnement afin de renforcer les suivis qui sont faits sur les oiseaux marins par le parc national depuis de nombreuses années, notamment par la mise en place de protocoles visant à améliorer la connaissance d'oiseaux marins. Ça a été le cas notamment pour les océanides tempêtes de Méditerranée, où nous avons pu mettre en place donc des suivis à l'aide d'enregistreurs acoustiques, mais aussi pièges photographiques. Le soutien de Provence Grand Large a permis aussi de mettre en place des mesures compensatoires afin de limiter les perturbations sur les colonies de reproduction, notamment limiter les activités humaines, mais aussi limiter l'impact des prédateurs qui ont été introduits sur les îles, qui sont le rat noir et le chat arrêt. Nous avons pu mettre en place notamment des études de ces 2 prédateurs afin de mieux connaître leur densité, leur répartition, leurs domaines vitaux et mettre en place donc des mesures de gestion adaptées. En 2024, nous avons réalisé l'éradication donc du rat noir sur le Tiboulin de Ratonneau sur l'archipel du Frioul, qui abrite donc une dizaine de couples reproducteurs de puffins de Scopoli. Emma, merci beaucoup de nous avoir partagé tous les engagements de Provence Grand Large sur les sujets de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive notre traversée au plus près de Provence Grand Large et qu'on aille un petit peu s'attarder sur les prouesses techniques du parc. Christine, si je comprends bien, on parle d'un parc qui est à la pointe de l'innovation, c'est même une première mondiale sur certains aspects techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, donc nous voici sur le site de Provence Grand Large, qui est la première ferme d'éoliennes flottantes installée en Méditerranée. Nous sommes à 17 km au large des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et ce qu'on peut dire en première chose, c'est que le défi technique est relevé parce que nous sommes en phase d'exploitation. Alors certes, c'est un défi technique, mais c'est une incroyable aventure humaine. Oui, j'imagine. Parce que le succès d'un projet, c'est avant tout l'équipe qui a porté le projet, une équipe pluridisciplinaire, compétente, motivée et ô combien passionnée. Donc, et on a aussi bénéficié de support de nos partenaires. Donc à partir de décembre, on produit de l'électricité sur le réseau français. Et c'est une puissance délivrée de 25 MW qui représente l'équivalent de la consommation électrique moyenne annuelle d'une ville de 45 000 habitants. Vous me disiez Martigues, c'est ça à peu près? Voilà, exactement. Ok, pour que les gens aient un petit peu un ordre d'idée. Et du coup, les grandes étapes de ce projet-là, qui a démarré, si je ne me trompe pas, autour de 2020 et qui nous emmène aujourd'hui donc au printemps 2025, qu'est-ce que ça a été les grandes étapes qui ont échelonné la construction du parc? Alors, tout d'abord, des étapes importantes, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2020, on a démarré la construction des flotteurs sur le site d'Eiffage Métal, dans le port de Marseille-Fosse, avec un pic d'activité où on avait plus de 200 personnes qui travaillaient sur le site. Ensuite, en avril 2023, on a reçu tous les composants de la turbine sur le quai Gloria dans le port de Marseille-Fosse. Voilà, donc ça a consisté à recevoir la tour en 3 segments, en 3 tronçons, les nacelles, les hubs, les pales. Et puis en mai, grand moment, on fait la mise à l'eau de nos flotteurs, qu'on amène boraqué de façon à procéder à l'intégration de la turbine sur le flotteur, pendant l'été 2023. Un autre grand moment, c'est le premier remorquage de la turbine au
large. Ok. Et en octobre 2023, on finit d'installer nos 3 éoliennes sur leur système d'ancrage sur zone. La fin de l'année 2023 consistait à faire toute l'installation des câbles sous-marins. Qui relie donc au continent. Exactement, le câble d'export depuis la plage jusqu'aux éoliennes et les câbles qui relient les éoliennes interéoliennes. Interéoliennes. Okay. Et puis l'année 2024, on teste tout le raccordement global depuis la sous-station électrique de RTE jusqu'à l'éolienne la plus au large et donc pour arriver en exploitation en décembre 2024. Ok, donc un projet qui s'est quand même beaucoup densifié sur les années 2023-2024, si je comprends bien. Oui. Christine, on a parlé beaucoup de techniques, de partenariats, d'industriels, de beaucoup de compétences, mais vous l'avez souligné au début de cette interview, c'est avant tout une aventure humaine et j'imagine qu'il doit y avoir une fierté incroyable d'être en face de ce parc qui fonctionne, qui délivre de l'énergie. C'est un projet que vous avez porté à bras-le-corps, à vous bien sûr, mais surtout votre équipe, donc beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, c'est le mot, fierté de l'aboutissement d'un tel travail depuis des années. Je suis effectivement très fière aussi de l'équipe avec qui j'ai travaillé. Et la première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit que c'était le projet de ma vie. Et je le dis comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas abattre des montagnes pendant des années et redresser tous les problèmes qu'on a rencontrés sans que nos vies soient marquées. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment dans l'équipe. Oui, Philippe Veillant nous a dit dès le début aussi, lui aussi avec la même émotion, de voir ce projet arriver à son terme. Donc j'imagine qu'il en est de même pour vous. Merci beaucoup en tout cas Christine, merci. Vous l'avez souligné, ce projet il est aussi possible grâce aux infrastructures à terre, en particulier le partenariat avec le Grand Port Maritime de Marseille. Donc je vous propose d'aller tout de suite vers le Grand Port pour voir ce qu'il en est. Tout d'abord, bienvenue sur le port de Marseille-Fos. On a été très heureux d'accueillir ce projet pilote Provence Grand Large qui entre parfaitement dans les orientations stratégiques du Grand Port Maritime de Marseille. Tout ce qui touche à la transition énergétique, aux énergies renouvelables font partie de nos grandes orientations stratégiques. Et on était encore une fois très heureux avec Provence Grand Large d'être les pionniers en Méditerranée de l'implantation de cette filière de l'éolien offshore. Alors très concrètement, ça a conduit à aménager des infrastructures à plusieurs endroits sur le port en trouvant des organisations compatibles avec l'exploitation actuelle. Donc l'ensemble des acteurs du port se sont mobilisés pour accueillir ce projet pilote. L'apprentissage, c'est aussi apprendre à travailler ensemble entre les équipes du Grand Port Maritime et les équipes de Provence Grand Large pour construire ce projet qui encore une fois est complexe de par son gigantisme, de par les différentes phases qui ont été décrites auparavant, mais aussi avec l'ensemble des équipes des industriels et acteurs qui travaillent sur la place portuaire. Je pense aux entreprises de manutention, aux différents terminaux, aux différentes professions de service au navire. Bref, c'est tout un écosystème portuaire qui s'est mobilisé pour accompagner ce projet pilote. Et ça nous a également permis un retour d'expérience, et je crois que c'est l'objet des projets pilotes, pour préparer au mieux la phase d'après, qui est la phase d'industrialisation de cette filière. Et comme vous le savez, avec le projet DEOS, le Grand Port Maritime de Marseille-Fos a une grande ambition sur cette nouvelle filière en Méditerranée. Provence Grand Large est le premier parc éolien flottant en mer Méditerranée. Aymeric Ducrot, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce n'est finalement que la première pierre d'un édifice beaucoup plus large en France? Absolument, l'éolien maritime en France aujourd'hui, c'est 1,5 gigawatts en fonctionnement, c'est à peu près autant en construction. Et le gouvernement français a annoncé une stratégie pluriannuelle qui vise 45 gigawatts en 2050, avec un point de passage à 18 gigawatts en 2035. Donc c'est un changement d'échelle complet et un programme d'investissement massif pour cette filière et pour le pays. Donc c'est vraiment des perspectives d'activité très intéressantes. C'est d'ailleurs une des conditions pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et sortir des énergies fossiles, en complément du socle nucléaire, des autres énergies renouvelables et des efforts d'efficacité
énergétique. Et donc l'éolien en mer a vraiment un rôle important à jouer dans cette transition et c'est une des technologies sur lesquelles on investit massivement. Et si on va sur un volet plus économique et d'emploi, qu'est-ce que ça représente exactement ces perspectives dans les peut-être des 10, les 20 prochaines années en termes d'emploi et d'économie sur la France? Alors avec les premiers parcs qui ont été construits en France, il y a déjà eu une filière qui s'est constituée, des usines qui ont été construites notamment sur l'assemblage et la construction des éoliennes au Havre et à Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, la filière éolien en mer, c'est déjà plus de 8000 emplois en France. C'est aussi des investissements considérables de la part des porteurs de projets, de la part des industriels, de la part des ports qui doivent développer des infrastructures. Et donc, c'est une activité qui peut vraiment monter en puissance. On vise à peu près 20 000 emplois en France à l'horizon 2035 si on s'inscrit dans la trajectoire d'équipement que le gouvernement a fixée. Donc là, on est sur un horizon assez proche finalement, on parle de 10 ans. Exactement. Et maintenant, si on élargit un petit peu le spectre et qu'on parle international, comment se positionne la France dans ce marché-là et quelles sont les perspectives en Europe et peut-être même plus large au niveau mondial? Je vous parlais tout à l'heure des objectifs au niveau français, mais la Commission européenne vise à l'horizon 2050 300 gigawatts. Donc le programme d'équipement français, il est à la mesure des ambitions en Europe. Et EDF Renouvelable est actif dans plusieurs marchés européens, au Royaume-Uni, en Belgique et ailleurs. Et donc évidemment, on souhaite poursuivre cet élan à l'échelle européenne. L'éolien flottant, aujourd'hui, n'est pas une technologie aussi mûre, aussi mature et compétitive que l'éolien posé, mais néanmoins elle a un potentiel de développement important. On estime qu'en 2035, elle pourrait représenter à peu près 5% de l'éolien en mer à l'échelle mondiale. Donc il y a des opportunités très importantes. Il faut continuer d'investir pour gagner en compétitivité, réduire les coûts, notamment au travers de la standardisation des flotteurs par exemple, du gain d'expérience sur les phases d'exploitation. Mais il y a vraiment un potentiel d'investissement et de développement très important, à la fois en France où les pouvoirs publics ont fixé des objectifs pour le flottant et aussi dans d'autres pays qui s'y intéressent. Par exemple, il y a des projets intéressants au Royaume-Uni et aussi en Asie, à Taïwan, au Japon par exemple. Aymeric Ducrot, merci infiniment pour ces éclairages et ces perspectives qui sont vraiment fascinantes sur l'éolien flottant. C'est l'heure de conclure. Merci d'avoir voyagé avec nous. Provence Grand Large n'est que le début d'une aventure vers une énergie décarbonée, la preuve que l'innovation peut être au service de la transition énergétique.